Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Au cours de la semaine écoulée à Washington, le Sénat des États-Unis conclut un accord de procédure permettant de faire avancer plusieurs textes de dépenses afin d'éviter une fermeture partielle des agences fédérales, avec une prolongation temporaire du financement du Department of Homeland Security, tandis que les négociations budgétaires se poursuivent. Cette semaine à Washington, la Cour suprême des États-Unis examine un dossier lié à une tentative de révocation d'une gouverneure de la Réserve fédérale, une affaire soulevant des questions sur l'indépendance des agences fédérales et l'étendue des pouvoirs de l'exécutif. Dans le même temps, au cours de la semaine dans le comté de Fulton en Géorgie, le Federal Bureau of Investigation mène une perquisition dans des locaux liés à l'administration électorale, une opération inscrite dans des enquêtes associées à l'élection présidentielle de 2020, sans conclusion rendue publique à ce stade. Cette semaine aux États-Unis, le département du travail publie des données montrant un léger repli des demandes hebdomadaires d'allocation chômage, suggérant une résilience du marché du travail dans un contexte économique incertain. Dans le même temps, les données publiées sur la confiance des consommateurs font état d'un recul marqué de l'indice en ce début d'année, atteignant un niveau bas observé sur plusieurs années, en lien avec des inquiétudes concernant les prix, l'emploi et les perspectives économiques. Au cours de la semaine écoulée, le département du Trésor des États-Unis annonce de nouvelles sanctions visant des acteurs liés au secteur pétrolier iranien et à des réseaux maritimes, tandis que Washington renforce parallèlement sa posture militaire dans la région du Moyen-Orient. Dans le domaine énergétique, toujours cette semaine, l'administration fédérale lance une consultation auprès des compagnies pétrolières afin d'identifier de potentielles zones de concession offshore, relançant le débat sur la sécurité énergétique et les enjeux environnementaux. Au cours de la semaine à Minneapolis, dans le Minnesota, un civil meurt lors d'une intervention d'agents fédéraux de l'immigration, suscitant des demandes d'enquête et d'évolution de politique de la part d'élus fédéraux et locaux. À la suite de cet événement, toujours cette semaine à Minneapolis, des versions contradictoires des faits conduisent à des appels à des investigations indépendantes, tandis que les responsabilités institutionnelles et les suites judiciaires restent à déterminer. Dans la continuité de ces tensions, au cours de la semaine dans le Minnesota, des organisations syndicales et étudiantes appellent à une nouvelle mobilisation et à une grève générale contre les pratiques de l'immigration fédérale. Cette semaine aux États-Unis, une tempête hivernale de grande ampleur affecte plusieurs États, provoquant des coupures d'électricité, des perturbations des transports et des conditions de circulation dangereuses, avec des bilans encore évolutifs selon les autorités locales. Dans le domaine de la santé publique cette semaine, une agence sanitaire fédérale met à jour un outil public de suivi de l'exposition alimentaire à certains nutriments et contaminants, avec pour objectif affiché d'améliorer la transparence et la surveillance sanitaire. Parallèlement, au cours de la semaine, des ajustements de politique vaccinale suscitent des interrogations chez certains parents concernant les soins pédiatriques et néonataux, alimentant un débat public centré sur l'information et la confiance dans les institutions de santé. Cette semaine également, le groupe Nike indique avoir ouvert une enquête interne après des allégations de fuite de données formulées par des pirates informatiques, précisant que les vérifications sont en cours et qu'aucune conclusion n'a été communiquée. Enfin, au cours de la semaine écoulée, l'administration étudie un projet visant à confier à une plateforme financière numérique la gestion de nouveaux comptes d'épargne destinés aux enfants, un dispositif soulevant des questions de régulation et de protection des consommateurs. Concernant l'Amérique latine, Cette semaine, au Honduras, un nouveau président est investi à Tegucigalpa lors d'une cérémonie officielle en présence des autorités institutionnelles honduriennes. Les premières déclarations du chef de l'État portent sur des priorités de gouvernance et de stabilité institutionnelle. Cette semaine, en Colombie, la Cour constitutionnelle suspend provisoirement un décret présidentiel d'urgence économique dans l'attente d'un examen de fond. Le président de la République exprime ses réserves, tandis que la décision judiciaire reste temporaire. Au Panama, une décision de justice invalide des contrats liés à des concessions portuaires stratégiques. Le dossier complique un projet de transaction internationale en cours, selon les autorités judiciaires et les parties concernées. Au Mexique, des avocats et des acteurs judiciaires dénoncent des irrégularités dans des transferts de membres de cartels vers les États-Unis.
Les autorités judiciaires mexicaines sont appelées à préciser les bases légales des procédures de coopération. Ce jour, à Caracas, le gouvernement vénézuélien adopte une réforme du cadre pétrolier visant à accorder davantage d'autonomie opérationnelle aux acteurs du secteur énergétique. Les autorités présentent le texte comme un levier de relance de l'investissement. Ce jour, à Caracas et à Washington, des déclarations croisées interviennent entre les gouvernements vénézuéliens et américains sur de possibles ajustements du régime de sanctions. Les échanges portent sur les exportations et la production énergétique. À Washington et à La Havane, l'administration américaine annonce son intention d'imposer des droits de douane à tout pays fournissant du pétrole à Cuba. Le gouvernement cubain conteste publiquement cette position. Ce jour, au Chili, des incendies de forêt provoquent des pertes humaines et d'importantes destructions dans plusieurs régions du pays. Les autorités chiliennes mobilisent les services de secours et indiquent que les bilans restent évolutifs. Dans le sud de l'Argentine, les autorités nationales et provinciales déclarent l'urgence face à des incendies affectant une région entière. Les impacts potentiels concernent les populations et l'économie locale. Ce jour, au Pérou, des migrants vénézuéliens sont signalés en situation de vulnérabilité sur le territoire national. Les enjeux concernent l'accueil, le statut administratif et les conditions de sécurité, selon les autorités et les organisations humanitaires. Enfin, cette semaine, en Colombie, un accident impliquant un avion de transport sur une liaison intérieure est signalé. Les autorités aéronautiques ouvrent une enquête afin de déterminer les causes de l'incident. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Cette semaine, au niveau de l'Union européenne, des analyses institutionnelles indiquent que le fonds de relance post-pandémie continue de soutenir la croissance et l'investissement, avec des effets inégaux entre États membres et régions. Dans l'Union européenne, l'Allemagne et plusieurs partenaires proposent un cadre informel de coopération renforcé afin d'accélérer certaines décisions stratégiques, une initiative accueillie avec des réserves par Bézé Kavakashi au principe d'unanimité. Dans la zone euro, des indicateurs récents montrent une baisse du chômage, tandis que certaines grandes économies enregistrent des tensions inflationnistes modérées, alimentant les débats sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne. L'Union européenne, les marchés anticipent une hausse du prix des quotas d'émissions de carbone, dans un contexte de volatilité énergétique suivi de près par les acteurs industriels. Les flux énergétiques confirment les États-Unis comme principal fournisseur de gaz naturel liquéfié du marché européen, relançant les discussions sur la diversification et la sécurité énergétique. Les ministres de l'énergie valident l'arrêt des importations de gaz russe, incluant le gaz par pipeline et le gaz naturel liquéfié, malgré l'opposition annoncée de certains États. Bruxelles, la Commission européenne classe WhatsApp parmi les très grandes plateformes en ligne au titre du Digital Service Act, déclenchant l'application d'obligations renforcées de conformité et de protection des utilisateurs. La Commission annonce un renforcement de la surveillance des plateformes de commerce en ligne, visant des produits soupçonnés d'être illégaux ou non conformes. Les institutions européennes intensifient leurs actions pour encadrer les écosystèmes numériques et l'intelligence artificielle, afin de renforcer l'ouverture des marchés et la concurrence. Des acteurs industriels soulignent la forte interdépendance avec les États-Unis dans les semi-conducteurs et les infrastructures numériques, appelant à renforcer les capacités industrielles européennes. Bruxelles et New Delhi, l'Union européenne et l'Inde finalisent un accord de libre-échange couvrant la quasi-totalité des échanges de biens, ouvrant la phase des procédures de ratification prévues. L'Union européenne et l'Inde, des discussions s'engagent sur l'élargissement du partenariat à la défense, à la cybersécurité et à la sécurité maritime, afin de diversifier les coopérations stratégiques. Le Conseil adopte un durcissement de la politique vis-à-vis de l'Iran, incluant l'inscription du corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes et des sanctions ciblées. Enfin, des responsables évoquent l'utilisation possible de mécanismes financiers existants pour soutenir des besoins liés à la défense et à la sécurité, sans décision arrêtée à ce stade. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce la levée des sanctions contre la Guinée, une décision inscrite dans le suivi du processus politique de transition. Les autorités régionales confirment la normalisation progressive des relations institutionnelles avec Conakry. Au Niger, des initiatives de diplomatie éducative sont menées à travers des visites officielles dans des écoles primaires franco-arabes. Les autorités mettent en avant ces déplacements institutionnels comme des actions de valorisation du secteur éducatif, sans annonce chiffrée associée. Au Sénégal, les autorités rappellent officiellement l'importance du dialogue social et du suivi des engagements en matière de stabilité sociale.
La communication institutionnelle évoque un impact potentiel sur la continuité des services publics. Le 27 janvier 2026, à Damasak, dans l'État de Borno, au Nigeria, une attaque attribuée à Boko Haram provoque des morts et des captures parmi des soldats. Les autorités nigérianes annoncent immédiatement le lancement d'opérations de recherche dans la zone concernée. En Ouganda, la police annonce l'arrestation de plusieurs suspects après le meurtre d'un policier. Des armes sont saisies lors des opérations, tandis que les investigations se poursuivent. En Éthiopie, les forces de sécurité annoncent le démantèlement d'un réseau de traite de migrants à l'issue d'opérations de police. Des arrestations sont confirmées par les autorités. Au Kenya, une extension d'une base militaire américaine est annoncée par les autorités concernées. Le projet est présenté comme s'inscrivant dans le cadre de la coopération sécuritaire bilatérale. Au Niger, des incidents armés sont signalés autour de Niamey, évoluant d'alertes initiales non attribuées vers des attaques visant des positions militaires. L'absence de communiqué officiel détaillé maintient des incertitudes sur les auteurs et le bilan. Au Nigeria, la Commission des crimes économiques et financiers annonce la reprise de la procédure judiciaire dans le dossier impliquant Yahya Bello. Les autorités communiquent sur la poursuite institutionnelle du dossier, sans détail sur les étapes à venir. Au Kenya, la Commission nationale des droits humains publie des accusations de violences policières. L'institution appelle les autorités à examiner les faits signalés. En République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, une démarche judiciaire vise à obtenir l'autorisation de poursuite contre un gouverneur dans un dossier présenté comme lié à des détournements présumés. Les décisions à venir relèvent de l'autorité judiciaire. Le 29 janvier 2026, la Banque centrale sud-africaine publie une décision de politique monétaire suivie par les marchés financiers. L'annonce intervient dans un contexte de débat sur l'inflation et le coût du crédit. Au Nigeria, des organisations médicales évoquent une possible grève des médecins liée aux conditions de travail et aux engagements des autorités sanitaires. Aucune date de déclenchement n'est communiquée à ce stade. En Ouganda, des inondations locales provoquent des perturbations dans certaines zones du pays. Aucun bilan consolidé n'est communiqué au moment des publications. À la suite de la finale de la CAN 2025, la Confédération africaine de football annonce des sanctions disciplinaires liées à des incidents survenus après la rencontre. L'instance confirme le maintien du titre du Sénégal, sans remise en cause du résultat sportif. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. À Pékin et à Tokyo, les autorités chinoises et japonaises échangent après la publication par la Chine d'un avertissement déconseillant les voyages vers le Japon, dans un contexte de tensions régionales persistantes. À La Haye et aux Philippines, la Cour pénale internationale estime que l'ancien président philippin Rodrigo Duterte est apte à participer aux phases préalables de la procédure liée à la campagne antidrogue menée durant sa présidence. À New Delhi, des responsables de l'Union européenne rencontrent le Premier ministre indien dans le cadre du dialogue politique et stratégique, illustrant le renforcement des échanges bilatéraux. En Chine, les autorités annoncent un assouplissement des règles dites des 3 lignes rouges, encadrant l'endettement des promoteurs immobiliers, afin de soutenir un secteur en difficulté. À Tokyo, la Banque du Japon indique que la faiblesse prolongée du yen pèse sur l'inflation, les entreprises répercutant davantage leurs coûts sur les prix. En Malaisie, la Banque centrale anticipe une croissance soutenue en 2026, portée par la consommation intérieure et un marché du travail jugé résilient, tout en évoquant des risques extérieurs. À Pékin, le ministère chinois de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête visant Zhang Yuxia, vice-président de la Commission militaire centrale, et Liu Zhenli, chef d'état-major, pour de graves violations de discipline et de la loi. En Corée du Sud, un tribunal prononce la condamnation de l'ex-première dame à une peine de prison pour corruption, à l'issue d'une procédure judiciaire liée à l'exercice du pouvoir. À Hong Kong, les autorités judiciaires annoncent une condamnation dans une affaire d'importation illégale, dans le cadre d'un contrôle renforcé des flux commerciaux. En Chine, les autorités des transports anticipent un niveau record de déplacements intérieurs à l'occasion des congés du Nouvel An lunaire, suivi comme un indicateur de la consommation et de l'activité économique. En Corée du Sud, la police ouvre une enquête sur une fuite massive de données impliquant la plateforme Coupang, avec l'audition annoncée de la direction intérimaire. Au Vietnam, une filiale du groupe Vietel obtient les droits de diffusion de compétitions asiatiques de futsal, illustrant le développement des investissements audiovisuels dans la région. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le gouvernement syrien et les autorités kurdes font état d'un accord d'intégration institutionnelle et sécuritaire dans le nord-est de la Syrie. L'accord est présenté comme soutenu par Washington et modifie les équilibres politiques et militaires locaux. Cette semaine,
Des négociations s'ouvrent entre le gouvernement irakien et un groupe pétrolier international concernant l'exploitation du champ de West Kurnao 2. Les discussions portent sur des enjeux de souveraineté énergétique et de cadre contractuel. À Gaza, des discussions portent sur des propositions d'administration transitoire et de contrôle des déplacements dans le sud de Gaza. Cette évolution intervient dans un contexte de cessez-le-feu fragile et de pression internationale pour stabiliser le territoire. Les autorités israéliennes annoncent la réouverture prochaine du point de passage de Rafah. La mesure comporte des implications humanitaires et logistiques pour les mouvements de civils. Enfin, l'Union européenne officialise une mesure visant les gardiens de la révolution iranienne. La décision s'inscrit dans le cadre juridique européen lié aux tensions diplomatiques avec Téhéran. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.